Bah, merci à vous. Je vais commencer par deux petites choses. D'abord, remercier Dominique Barbe et Gwenaëlle Murphy de m'avoir invité à réfléchir à cette question de l'anthropophagie, qui croisait, enfin que j'ai croisé, mais qui n'était pas au centre de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et puis m'excuser pour le faux bond d'hier. Je sais pas exactement ce que j'ai bricolé dans les dates et dans les horaires, mais bon, me voilà avec une journée de retard, quoi, en gros. Et je suis bien puni puisque visiblement j'avais 30 minutes hier et que j'ai 20 minutes là, donc je vais essayer de condenser. Ouais, on va dire 25. 20, non, mais, non, non, 20 minutes, je vais faire 20 minutes. Voilà, bah, je suis ravi de pouvoir discuter. Du coup, il y a quand même un certain nombre de choses dont vous avez parlé et dont vous avez dû parler, puisque j'ai pas pu suivre, mais sur lesquelles je reviens pas. Et j'avais juste situé mon papier à un endroit particulier qui était l'exigence méthodologique que réclame le fait de parler de la question du cannibalisme, avec les débats dont vous avez beaucoup parlé, sans doute à Reims, Obéi-Séquéré, Salins et autres, qui, moi j'étais reparti d'un texte de Jean-Pierre Vernant où il comparait la difficulté à parler, enfin au moment de cette espèce de négation par les anthropologues de l'anthropophagie, il comparait ça, alors comparaison, où il comparait ça avec les formes de négation qu'il retrouvait lui à l'égard de la Shoah, et non pas sur les objets, mais sur la difficulté à produire du savoir, la forme de démarche qu'il fallait adopter du point de vue méthodologique, du point de vue de la preuve, du point de vue de la logique, du point de vue de l'intérêt des acteurs et ainsi de suite, qui rendait le débat extrêmement difficile, et donc d'avancer des arguments extrêmement difficiles. Et je trouvais ça intéressant de réfléchir à ça, parce que soit on passe son chemin, et on se dit c'est difficile et je vais passer mon temps à sous-peser les versions, à peser les mots, la discussion l'instant est très intéressante, c'est-à-dire trouver des logiques, des contextes, des intérêts, et c'est passionnant. Mais du coup, j'allais dire l'attestation, les preuves qu'on peut fournir sont extrêmement en temps, en énergie et en démonstration. Donc soit on passe son chemin, soit on reste quand même un peu, c'est ce que j'ai fait, sinon je m'en vais tout de suite. Mais en revanche, ce que j'ai essayé de faire, c'était avec mes petits moyens, de décaler le problème dans cette intervention. J'ai voulu faire ça, proposer une façon un peu décalée d'envisager le problème. J'ai pas cherché à prouver que le cannibalisme est une pratique effective dans tel ou tel groupe social, parce qu'il faudrait le faire de manière surabondante pour ce qui moi m'occupait, une partie des îles Marquises, donc notamment Nukuiva entre 1798 et 1804. Donc c'est un travail considérable. Donc j'ai pas cherché à faire ça, et j'ai peur de pas apporter vraiment de connaissances nouvelles ni sur la cartographie mondiale de la pratique et des raisons de la pratique, ni sur les fonctions symboliques qu'elle peut avoir. Et alors du coup, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé de réfléchir à ce que j'ai appelé une trajectoire du cannibalisme, c'est-à-dire de partir de la rencontre à travers laquelle moi je m'y suis intéressé, et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et il se trouve que la façon dont c'est rentré dans mon champ de travail était à partir donc de ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire la trajectoire de Joseph Cabri, qui est, je vais la rappeler rapidement, mais qui me semblait intéressant parce que justement l'anthropophagie fait partie de la trajectoire de ce qu'on peut savoir de lui, et fait partie de sa vie en réalité, fait partie de la façon dont il peut continuer à vivre dans différents univers sociaux. Et il me semblait intéressant, je le dis maintenant, comme ça si j'ai pas le temps à la fin, ce sera dit. Ce qui me semblait intéressant, c'est que plutôt que de piocher un discours, enfin un morceau du discours dans le corpus qu'il nous propose, dans le matériau qu'il nous propose, plutôt que de piocher ce qui peut documenter dans un sens ou dans un autre, il me semble intéressant, quand on tombe sur des formes d'attestation ou de récits sur l'anthropophagie, d'essayer de les restituer dans la trajectoire de mon personnage Cabri, pour essayer de voir est-ce que ce qu'il dit à ce moment-là est différent de ce qu'il disait précédemment, est-ce que c'est différent de ce qu'il dira ensuite, et comment ça fonctionne dans les univers sociaux où il se retrouve. Donc essayer de remettre ces rencontre avec l'anthropophagie dans cette trajectoire de vie. Alors évidemment, c'est aussi ce que j'ai fait le mieux, puisque moi j'ai passé du temps sur sa vie à lui, donc c'était pas artificiel de ce point de vue-là. Alors, je rappelle juste en 2 secondes la vie de Cabri, bon, qui est un peu connu, mais bon, j'ai passé 15 ans, donc j'essaie de la résumer en 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, 30 secondes. Donc il est né en 1780 à Bordeaux. À 15 ans, donc je saute, à 15 ans, il s'engage sur un baleinier anglais en partance pour le Pacifique. Et à l'aplomb des îles Marquises, je les appelle comme ça, il les appelait pas comme ça, bon, des îles Marquises, donc Nukuiva,
qui est alors à peine porté sur les cartes. On est à un moment particulier qu'il faudrait recomposer, mais j'ai pas le temps. Donc il prend pied dans l'une où il va, et il se retrouve sous la protection d'un chef, intégré dans l'une des vallées. Et son intégration prend forme assez rapidement, il devient guerrier. Il se marie, il est tatoué de la tête aux pieds, donc la forme d'intégration s'inscrit aussi dans son apparence. Il apprend la langue, il oublie le français, il apprend à marcher, à rire comme un Oukouivien, enfin ce dont on peut savoir ensuite. Il change de nom, on l'appelle Ekoi, qui veut dire marcheur rapide. Et je ne sais plus si je l'ai dit, il devient un guerrier. C'est-à-dire il risque sa peau pour la société dans laquelle il se retrouve, y compris contre des occidentaux avec lesquels il est en lutte, ce qui est très intéressant sur le basculement des fidélités comme ça. Enfin bon, c'est bon. Donc une intégration à peu près complète, qu'on peut assez bien documenter. Notamment en 1804, quand la première expédition russe de circumnavigation, celle de Kruzenstern, débarque à Nukuiva, ils parviennent pas à le distinguer d'un insulaire. C'est-à-dire ils le prennent pour un insulaire, ils font pas du tout la différence avec eux. Je continue le périple. Donc cette expédition dont je viens de parler l'emporte avec elle, le capitaine l'emporte avec lui sur le navire, reconfiguration de sa vie à peu près complète, et il se retrouve en Russie, d'abord au Kamchatka, et puis ensuite il regagne Moscou, Saint-Pétersbourg, et ensuite il reviendra en France en 1817. Et il meurt en 1822 à Valenciennes. Entre les deux, ce qui est très intéressant, je ne fais pas le détail, mais c'est un parcours il apprend à vivre en montrant son corps et en racontant sa vie. Donc en réalité, le passé Nukuivien reste son présent, reste sa vie et à ce qu'il peut faire en continuant à vivre. Pardon. Mais il le fait dans des univers sociaux différents, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire de déclassement social intéressante, enfin intéressante pour nous, pas pour lui, mais intéressante pour nous, qui est, au départ, il est plutôt dans les salons de l'aristocratie et de la bourgeoisie cultivée, des lumières classiques. C'est le cas à Moscou, c'est le cas à Saint-Pétersbourg, ce sera le cas à Paris, où il rencontre le tsar, il rencontre le roi, et progressivement ce déclassement l'amène à se produire, et donc à changer ce qu'il dit de sa vie, à se produire dans le circuit des foires, donc le premier rayon des foires, puis le deuxième, puis le troisième, et il finit pauvre à la foire de Valenciennes en 1822. Voilà globalement ce qu'on peut dire de lui en très condensé. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était la façon dont, à travers sa trajectoire sociale, on peut recomposer une trajectoire sociale du cannibalisme. Petite, serrée, probablement, mais sur laquelle on a des choses à dire. En réalité, on peut atteindre la pratique anthropophage prend forme dans sa vie, et la façon dont il l'a fait vivre ensuite auprès de groupes sociaux qui sont aussi divers que ceux que j'ai évoqués jusqu'ici. Alors, voilà ce que je vais... Maintenant, comment on procède ? Ce qui me semble intéressant, c'est de reprendre chacun des moments en essayant de faire rentrer avec le plus de détails possible, non pas où passe le vrai et où passe le faux dans ce qu'il dit, mais comment ça prend forme en réalité, comment ça se transforme d'un univers de pensée à un autre, et ainsi de suite. Donc alors, ce qu'on peut savoir, ce qu'on sait, c'est que, je le reprends pas, vous en avez sans doute parlé, mais dans les années 1790, il y a un discours qui est en partie stabilisé autour de l'anthropophagie. Alors on n'est plus à Voltaire, on n'est plus à Mallet, et ainsi de suite. Donc des descriptions existent, celle de Cook, celle de la Billardière, donc tout ça vous en avez parlé probablement. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement savoir qui s'est constitué sur cet objet-là, sur cette pratique, mais qu'on n'en est plus tellement à savoir si est-ce qu'il est possible pour un homme de manger de l'homme, on en est plutôt à savoir mais comment on peut l'expliquer en réalité. Et du coup, on a se libère un espace de description possible de la pratique qui forme un univers, j'allais dire, non, de savoir au sens large, élargi, de savoir, de description, d'attestation, de discussion, de débat théorique, et ainsi de suite. Donc ça existe en 1790, et ça existe aussi pour les marquises dont je vais parler, c'est-à-dire il y a des attestations qui existent à ce moment-là. Mais tout ça, je le mets de côté, parce qu'en réalité, Cabri et les deux ou trois, autres occidentaux qui sont marquises en même temps que lui, avec des statuts différents,
ne font pas l'expérience de l'anthropophagie sur ce mode-là. C'est-à-dire que leur expérience n'emprunte pas à l'univers des savoirs et à l'univers des théories préalables, mais passe par, j'allais dire, la forme d'expérience pratique qu'ils ont dans le cadre de leur existence propre, dans l'endroit, enfin dans l'une ou l'autre des vallées où ils se trouvent. Alors je dis qu'ils sont 4, en réalité il y en a un sur lequel on sait strictement rien, donc je le laisse de côté, mais sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire si quelqu'un trouve des choses un jour, je serais ravi de l'intégrer dans le corpus en l'occurrence. Alors du coup ils y sont confrontés de manière directe à l'anthropophagie. Je vais essayer de balayer parce que ce qu'ils disent est intéressant en lui-même. Le premier, c'est Crook, qui est un missionnaire, lui également, enfin un missionnaire protestant. Il a été ouvrier avant. Bon, je passe. Il arrive avec l'un des navires de la London Missionary Society et il reste dans l'une des vallées, il reste tout seul avec ses effets personnels, son chien, bon, il reste tout seul ici. Et je vais très vite, hein, mais il a une forme d'intégration qui est très intéressante quand on la compare à celle de Cabri ou celle de Robarts ou celle d'autres, qui est évidemment celle d'un missionnaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour s'intégrer à la société locale, il est là pour faire son boulot de missionnaire, et donc du coup il reste dans un entre-deux. Les Marquisiens sont dotés d'un rite d'intégration, donc il reste étranger, admis, mais très rapidement son statut d'étranger le prémunit plus des menaces et ainsi de suite. Et donc sa confrontation avec l'anthropophagie se fait pas dès le début, mais assez rapidement, et sur un mode qui n'est pas celui dont on... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut trouver plein d'explications possibles. Est-ce que c'est pas du tout dans la modalité de sceller une alliance? Ça peut être dans une modalité d'exclusion pour le faire partir, et ainsi de suite, mais je rentre pas dans le détail de tout ça. J'ai des citations très longues, donc je prends juste des petits morceaux et voilà, croyez-moi sur parole sur le reste. Donc, ce qu'il dit, c'est il est confronté un jour, donc dans le cadre d'une guerre qui a été déclarée, donc une petite troupe s'embarque de nuit dans une pirogue et revient le lendemain avec des corps dans la pirogue, et lui, il assiste à ça. Enfin, ce qu'il nous dit. Il décrit les corps qui ont été attrapés. Le sang dans lequel ils avaient baigné dans les pirogues s'écoulait de leurs membres sur le sol pendant qu'on les portait attachés à des perches. 2 d'entre eux furent placés dans un grand four et ils furent mangés par les prêtres. Première description. Il décrit aussi une autre scène à laquelle il assiste et de laquelle on essaie de le détourner. Donc là aussi, des modes d'explication très détaillés, beaucoup plus que ce que je fais là. Mais donc il assiste à plusieurs scènes comme ça d'anthropophagie qui ont un effet assez dévastateur sur la raison pour laquelle, puisque lui, il n'était pas resté pour assister à ça. Et donc, pour aller vite, ça détermine sa fuite. Donc, dès qu'il en a l'occasion, il fuit Tawata pour de bon. Robarts, qui est plus proche de Cabri dans les modalités d'intégration, mais pas complètement, qui a fui également un baleinier, comme Cabri, se retrouve dans une situation, dans une configuration qui est assez comparable. Alors pareil, je vais passer vite sur les citations, mais il nous décrit avec des détails à peu de choses près la même chose auquel il assiste. Donc, par exemple, lors d'une grande famine dans laquelle il est pris lui aussi, donc c'est assez, ça pèse sur sa vie directement. Donc, la mise à mort d'une jeune femme issue d'une tribu ennemie, dès qu'elle a été attrapée, elle a été mise à mort, puis attachée pieds et poings et transportée par 2 hommes sur un poteau sans aucune couverture. Dès que le corps a été déposé devant le prêtre, traduction, il s'y précipita comme un vautour, il prit une pierre, brisa le crâne, retira la cervelle et la mangea crue. Et une autre description aussi dans le cadre des guerres à laquelle il assiste, et là aussi dont on essaye de le détourner, et il finit par en discuter, par avoir une conversation avec l'un des prêtres de la vallée dans laquelle il se trouve à ce moment-là, qui lui explique qu'en réalité, c'est, je cite, c'est ce que les ancêtres nous ont appris à manger nos ennemis, mais il y en a beaucoup qui ne mangent pas de chair humaine. Et donc lui, il rentre pas dans l'explication, il rentre pas dans la compréhension de cette pratique. Il fuit également Tawata pour gagner Nukuiva en imaginant qu'elle est plus que la vie est plus clémente. Donc voilà déjà 2 attestations. Et la troisième, parce que ça met en perspective celle de Cabri, alors pour le coup, je sais strictement rien, et je vais pas l'inventer, je sais strictement rien sur la façon dont Cabri est confronté à l'expérience de l'anthropophagie.
sur le mode de ce que Robarts et Crook disent. Donc on ne peut pas comparer sur ce terrain-là. Je dis qu'on n'a rien parce que c'est postérieur. Ils le recomposent après. Ce qu'on peut savoir en revanche, c'est, puisqu'ils parlent beaucoup notamment avec les Russes, il faut que j'accélère un peu, où il racontera au capitaine de la Nadejda, Krusenstern, que en détail ce à quoi il a assisté, mais que lui, tout le temps, il a troqué ses prises, puisqu'il est guerrier, il est confronté à l'anthropophagie, qu'il a troqué ses prises contre un cochon en permanence. Et donc, on sait qu'il y est confronté, et il raconte un petit peu le même genre de choses que Crook et Cabri, que Crook et Robarts, mais on l'a pas directement. Ce qui me semble intéressant, et je vais très vite et je vais condenser, c'est le fait que la pratique rentre dans leur vie, c'est-à-dire le mode d'entrer dans leur existence à tous les trois de l'anthropophagie. Non pas sur le mode d'un discours ou d'un savoir, mais sur le mode une réalité à laquelle on peut trouver plein d'explications, plein de logiques, de la part de ces vallées, de ces insulaires, mais qui est sous une forme pratique, et non pas le trait d'un savoir ou d'une culture dont il pourrait disposer. Ah ben voilà, j'ai appris que... Et c'est là où ça devient très intéressant, il m'a semblé, c'est que précisément on peut voir dans l'arrivée des savants russes, je dis russes, certains sont allemands et ainsi de suite, bon, de l'expédition russe, le passage, la transformation de cette première type d'attestation sur le mode de la pratique à la constitution d'un discours savant sur une culture. Et on peut, là aussi vous allez me croire sur parole, mais je vais aller vite, mais on peut le situer, et j'étais ravi de pouvoir trouver ça, c'est-à-dire que la façon dont les savants de l'expédition procèdent pour produire du savoir à propos on va dire ça, des mœurs insulaires de Nukuiva, est très bien documenté. C'est-à-dire qu'on a une riche documentation de la façon dont ils procèdent. Et en particulier l'un d'eux, qui s'appelle Langsdorff, qui fait exactement l'inverse de ce que font les autres savants, parce qu'ils sont aussi en lutte les uns avec les autres. Et Langsdorff, donc c'est un jeune naturaliste allemand qui est élève de l'école kantienne de Göttingen, qui a été l'élève de Blumenbach, de Meiners aussi sur l'anthropophagie. Bon. Et il est très intéressant parce qu'il est à un moment où je le dis comme ça, hein, je vais me faire taper sur les doigts, mais je le dis comme ça. Il essaye d'inventer une forme d'anthropologie qui inclurait le terrain, en fait, qui partirait du terrain et qui ne se contenterait pas de théorie et de théorisation, en fait. Donc en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que tous les autres savants prennent Robarts, donc l'anglais, peu intégré pour un formateur privilégié, et lui pas du tout. Il prend Cabri en disant, lui il va pas mentir puisqu'il est devenu un indigène, et donc il a aucun intérêt à me raconter n'importe quoi sur la société pour me faire plaisir, il a aucun intérêt à me manipuler, et il trouve que puisqu'il est intégré de l'intérieur, il va produire un savoir plus intéressant. Et on les voit procéder, on voit Langsdorff procéder à son terrain en réalité, avec tout un panel. Alors il s'intéresse à la langue, il s'intéresse aussi à l'anthropophagie. On peut comparer avec ce que disent les autres, mais on peut comparer, enfin je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Ce que disent les autres, en gros, c'est ce qu'avait dit Cook. Petit 1, l'anthropophagie est pratiquée. Petit 2, c'est une pratique inhumaine. Et petit 3, c'est la suite horrible d'un genre de vie brutal dans laquelle on méconnaît toutes les institutions occidentales. C'est-à-dire, il y a anthropophagie parce qu'en même temps, il y a adultère, il y a vol, il y a meurtre. Il y a même une description assez savoureuse sur le fait, il n'y aurait pas d'anthropophagie s'il n'y avait pas l'adultère, parce qu'ils réfléchiraient à 2 fois avant de manger quelqu'un de leur famille, alors que là, ils ne savent pas si c'est quelqu'un de leur famille. Bon. Donc c'est ce type d'explication qui prévaut. Et Langsdorff produit quelque chose de différent, et c'était en ça que ça me semblait intéressant. Alors j'ai recomposé les lectures qu'il avait pu avoir à Lisbonne peu avant l'expédition, où il lit le manuscrit de Loureiro, du jésuite Loureiro. Il lit également de Meiners, qui a été son prof à Göttingen, et donc du coup il produit une condition, il y a une condition de possibilité de produire un savoir sur l'anthropophagie qui est différente de ce qu'on voit dans les autres. Alors là aussi les citations sont très longues, mais si je les résume rapidement, il s'approprie, alors on le voit s'approprier ce que dit Cabri et transformer ce que dit Cabri en autre chose. Ce que dit Cabri est sur le mode de la pratique, c'est-à-dire il dit tel jour il se passe ça, c'est inscrit, ce sont des gens que je connais, je peux les nommer, ce sont des circonstances extrêmement particulières, des conditions doivent être remplies pour que on ne mange pas n'importe qui, c'est dans le cadre des guerres, voici ce qui est autorisé et tout le monde ne mange pas et machin. Bon, donc il décrit une pratique. Et ce que Langsdorff en fait de manière très intéressante, c'est qu'il en fait une culture.
il transforme ces formes pratiques en culture. Je le décris, hein, il faudrait que je vous le montre, mais je le décris. En fait, il passe de la description de faits cannibale à la description d'une culture du cannibalisme. Son argument le plus marquant, c'est ça justement, c'est de dire, en fait, la pratique de l'anthropophagie, elle n'est pas liée à l'existence de races sauvages, qui par nature s'entre-dévoreraient parce qu'elles sont sauvages. Lui, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est précisément, ça fait partie de leur culture. Ce qu'il faut comprendre, c'est les coutumes. C'est une coutume ancienne, d'où elle vient, quelle efficacité elle peut avoir, et ainsi de suite. Et on le voit discuter dans une page, moi, que je trouve assez géniale. On le voit remettre en cause ce que lui dit Cabri, précisément pour cette raison. Il dit, Cabri, puisque c'est une culture, et puisqu'il s'est intégré à cette culture, il ne peut pas avoir laissé sa prise du butin, puisque c'est un guerrier, contre un cochon. Sinon, il aurait été ridicule et il contrevient à ce qui est le principe élémentaire. Et on le voit expliquer sur le mode de la culture ce que c'est que l'anthropophagie. Alors, sa mise en ordre du discours, elle est assez simple, hein, je l'ai sauté en cours de route, mais en gros, ce qui l'intéresse, lui, c'est de passer, donc je le disais, de la pratique à la culture, et à l'arrivée, et donc d'abord, il prouve incontestable. Ensuite, à partir de ce que lui dit Cabri, ensuite il saute des faits à la culture, et enfin il compare avec ce qu'on peut savoir par ailleurs sous forme d'un savoir livresque qu'il a acquis, ce qu'on peut savoir par ailleurs de pratiques comparables en Afrique, en Amérique du Sud, aux Antilles, et il produit une théorie générale de l'anthropophagie, avec des causes hiérarchisées, hein, il y en a 4 principales, bon je rentre pas dans le détail, mais c'est très intéressant, le passage d'une pratique attestée à une culture, puis une théorie générale de l'anthropophagie qui va peser au cours du 19e siècle sur les discussions savantes de la pratique elle-même. Et donc là on tient un moment intéressant. Bon, j'essaye de condenser ce que je voulais dire par la suite. Ce qui me semble intéressant, c'est que dans la vie de Cabri, ce moment-là est aussi important parce que en réalité, il découvre 2 choses très importantes pour lui, hein, pas pour l'anthropophagie, mais pour lui. La première, c'est qu'il se met aussi à parler de l'anthropophagie sur un mode plus général que la simple pratique qu'il avait. Et d'autre part, il se rend compte que ça fascine ses interlocuteurs. C'est-à-dire que ça peut être une ressource de valorisation de lui, et en tout cas une ressource qui lui permet de trouver une place dans la société dans laquelle il se retrouve. Et l'anthropophagie devient une clé je vous ai dit, hein, il vit en racontant sa vie par la suite et en montrant son corps, et l'épisode anthropophage tient une place centrale, mais plus la même que celle que ça avait au moment où il rencontre... Il y a des travaux chez moi pour arranger tout, j'espère que vous m'entendez quand même. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc ça change de place dans son discours. Et du coup, j'ai essayé de comparer les différentes versions de ce qu'il racontait et de l'anthropophagie telle qu'elle circule dans les différents univers sociaux, en essayant de placer le terrain, et je vais le condenser, on en discutera, sous forme non pas de... ce qu'il dit ensuite est faux parce qu'il disait autre chose avant, c'est-à-dire pas essayer de trancher le vrai et le faux, mais d'essayer de voir comment il ajuste ce qu'il dit à l'univers social dans lequel ça produit un effet. C'est-à-dire comment est-ce qu'il s'approprie en matière d'anthropophagie à ce moment-là, et comment est-ce qu'il y ajuste ce que lui a à en dire pour continuer à vivre. Évidemment, il faut qu'il séduise son public. Et du coup, c'est intéressant de comparer ce qu'il en dit dans les salons cultivés et ce qu'il en dira plus tard, à la fin de sa vie, dans l'univers des foires. Pour tuer le suspense, donc ces différentes versions, j'ai pris celle de 1806 où il est à Moscou, qui est très bien documenté parce qu'il y a un peintre écossais qui tombe sous le charme de ce qu'il dit et nous le décrit beaucoup. Il devient le protégé d'un comte russe, Razumovsky, qui est proche du tsar. Enfin bon, il est dans les milieux très cultivés et il devient l'attraction des salons. Et ce qu'il en dit, je vais le dire d'un mot et je dirais d'un mot l'autre pour qu'on puisse en discuter, mais ce qu'il dit là, à cet endroit-là, c'est le récit qu'il produit sur l'anthropophagie, est pétri de cette culture de mise à distance de l'anthropophagie comme étant une pratique barbare d'un peuple non civilisé qui est lointain, non civilisé, je dis bien. Et du coup, le récit devient... Je vais très vite, mais le récit devient progressivement. Oui, il y a de l'anthropophagie. Non, je n'en ai pas fait partie, mais surtout, j'ai lutté contre
C'est-à-dire qu'il décrit la façon dont il lutte contre, ce qui n'est pas le cas, hein, mais très intéressant de la façon dont ça porte beaucoup dans les milieux cultivés, précisément parce que ça corrobore cette idée la queue, la fin du monogénisme, et puis la discussion autour de si on ce que dit ce que dit Porter justement, si on avait pu accéder à l'île à ce moment-là, on serait rendu compte que avec un occidental, on peut arriver à pacifier ces pratiques, y compris celle qu'on trouve la plus immorale possible, on est capable de lutter contre. Et du coup, on n'est pas du tout dans un type de savoir, mais on n'est pas non plus dans un type de savoir qui pourrait être celui de « Ah bah ceci est un imaginaire de ». Ce qui est très intéressant, c'est que Cabris se prête à la construction d'une morale de l'anthropophagie. Là, on est passé de la pratique, puis au savoir, puis à la morale. Et c'est très intéressant de la voir se constituer et de voir comment est-ce que, vous me passerez l'expression, comment est-ce qu'il en fait son fonds de commerce en réalité, en ajustant son discours. Il fait ça tout le temps pour plein d'autres objets, mais sur l'anthropophagie, c'est intéressant. Et de cette morale, il fait en réalité un support qu'on voit changer dans d'autres univers sociaux. Alors je prends le dernier où il arrive parce que le contraste est grand, mais il faudrait voir les passages entre les deux. Ce qu'il dit par exemple à la fin de sa vie dans les foires les plus populaires. Alors il est plus au centre du spectacle, hein, les foires fonctionnent avec c'est des troupes, donc il est une attraction parmi beaucoup d'autres attractions, on vient pas le voir spécialement lui. Donc le discours a nécessairement changé, la façon qu'il a de parler de sa vie et de donner une place à l'anthropophagie s'en ressent, c'est-à-dire nécessairement outré, et précisément le discours qu'il a est un discours extrêmement outré, extrêmement... le registre, c'est celui du romanesque, en réalité. Quelle place est possible pour l'anthropophagie dans le discours? Quelle place est audible à ce moment-là, dans cette vie incroyable, telle qu'il l'énonce? La place est précisément celle d'une espèce comment dire, de faire rentrer, de jouer avec les limites de la crédibilité. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans le romanesque pur, c'est-à-dire, j'arrive sur l'île, c'est pareil, hein, j'ai zappé ma citation, donc je vais jamais la retrouver. On est dans le romanesque, j'arrive sur l'île, ils sont à deux doigts, enfin ils m'attrapent, ils sont à deux doigts de me dévorer comme on faisait là-bas, et puis je suis sauvé parce que la fille du roi, Avantarois, la fille du roi, qui en gros est tombée amoureuse de moi, me sauve des griffes des anthropophages et on mange quelqu'un d'autre à la place. Donc une forme de transformation, on n'est plus dans la pratique, on n'est plus dans le savoir, on n'est plus dans la morale, on est dans cette forme d'exotisation la plus outrée de ce qui pouvait être fait autour de l'anthropophagie. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'est-ce que ça corrobore, c'est la façon dont il transforme ce qu'il a à en dire à partir d'attendus sociaux et à partir de ce qu'il a connu lui avant, ce qu'il a dit avant, et ainsi de suite. Comment ça se transforme. Et alors, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais ça sera ma conclusion, je suis désolé, c'est un peu brusque, mais précisément, si on arrive en se disant qu'on veut documenter le vrai et le faux, en historien, on pioche un discours, celui qui, je vais dire, pas celui qui nous arrange, mais celui qui est disponible au moment. Et donc, on le fait travailler en essayant de trouver une explication, en essayant de trouver des intérêts, en essayant de trouver... On peut le recontextualiser, et ainsi de suite. Mais il me semble qu'on gagnerait à comprendre comment ça se situe dans ces trajectoires de vie. Parce que ce que dit Cabri dans les salons de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, c'est pas seulement que c'est différent de ce qu'il disait à Langsdorff. La fonction dans la construction d'un savoir sur l'anthropophagie est différente, mais c'est aussi, il le dit différemment parce que c'est dans sa trajectoire de vie à lui, parce qu'il ajuste en fonction des publics qu'il rencontre, et je pense qu'on accède à quelque chose de différent qui n'est pas, encore une fois, je tranche le vrai du faux, j'essaie de comprendre cette trajectoire-là dans sa vie à lui. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire. Je suis désolé pour le bruit et désolé pour la précipitation, mais en gros, j'ai pu dire l'essentiel de ce que j'avais prévu de dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Il y a des problèmes d'écho. Est-ce que vous pouvez votre micro peut-être et puis le rallumer ensuite. Merci pour cet éclairage sur la trajectoire tout à fait exceptionnelle de Joseph Cabri, c'est sûr. J'ai beaucoup apprécié ce séquençage du coup, que vous avez bien mis en lumière entre la description d'une pratique cannibale, la création d'une culture du cannibalisme qui mène ensuite à une théorie générale de l'anthropophagie, notamment chez Langsdorff. On a eu la chance cet après-midi en fait, d'avoir comme intervenante Hilary Hawes de l'Australian National University à Canberra, qui nous a fait une
par des considérations allemandes sur l'anthropophagie dans le Pacifique. Alors, elle nous a beaucoup parlé de la Nouvelle-Guinée, mais également de la Nouvelle-Zélande, et aussi donc des Marquises, et donc de Langsdorff, où elle expliquait justement que les trajectoires de Robarts et de Cabris avaient été à la source de son inspiration. Donc, je voulais savoir si éventuellement, alors, Hilary n'est pas extrêmement francophone et elle est peut-être plus en ligne. Ah, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, je pense que vous auriez eu des choses à vous dire. Est-ce que quelqu'un dans le public, peut-être, a une question? Ou est-ce que peut-être mes collègues ont peut-être une question pour vous? Non, moi, j'ai pas vraiment de questions parce que j'ai lu l'ouvrage de Christophe et notamment, je me suis beaucoup attardé sur les considérations méthodologiques qui m'ont beaucoup intéressé sur le fait de retracer la trajectoire d'un individu et de faire en fait ce qu'en histoire on appelle les jeux d'échelle, toujours faire des allers-retours entre l'individu et le collectif et ne pas considérer qu'un individu du passé est un être sans conscience qui s'inscrit forcément dans un contexte et qui va obéir au contexte et au contraire qui s'adapte aux différents lieux dans lesquels il va se trouver et qui adapte son discours. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'avais utilisé aussi dans mes recherches il y a quelques temps, tout ce qui est jeu d'échelle. Donc j'ai été absolument passionné par le travail que vous avez fait sur un autre espace, parce que moi, je travaille sur la France, de voir que vous avez fait ça sur différents espaces en fait successifs. Je voulais vous remercier déjà d'avoir accepté de participer à ce colloque, parce on vous a proposé de participer, c'est nous qui sommes venus vous demandeurs et qui sommes venus vous solliciter. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps et puis de vous être adapté à notre malentendu sur l'horaire et d'être là ce soir. Voilà, donc tout ça, enfin ce soir pour nous et ce matin assez tôt quand même pour vous. Donc voilà, je sais, tout ça c'est des considérations un peu techniques et d'organisation, mais je tenais quand même à le dire. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup intéressé, et puis surtout des thématiques assez générales que vous évoquez en partant de ce parcours singulier. Il y a deux thématiques vraiment qui sont majeures dans l'histoire coloniale qu'on pourrait développer sur d'autres espaces ou d'autres aspects. Le basculement des fidélités, alors j'avoue que c'est un terme que je n'avais pas encore entendu, et effectivement, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir sur une thématique finalement qui est peut-être encore à exploiter, qui sont les ambiguïtés coloniales. C'est-à-dire que peut-être que parfois l'histoire coloniale est encore un peu manichéenne et présente bloc contre bloc dans certaines publications, et que finalement, quand on est sur le terrain des archives coloniales, par exemple, pour les historiens, on s'aperçoit qu'il y a énormément, j'ai enfoncé une porte ouverte pour ceux qui connaissent, mais énormément d'ambiguïté, ce qui paraîtrait à nos yeux, à nous contemporains, d'ambiguïté de comportement qui ne le sont pas forcément à l'époque. Et donc ce basculement de fidélité, et avec toutes les subtilités que ça suppose, je crois que c'est presque un thème de colloque aussi, presque en soi. Et puis les transformations de fait en une culture, là, je vous avoue que c'est pareil, je crois que ça mérite une réflexion sur d'autres espaces, et ça a sans doute déjà été fait, mais je crois que sur l'espace sur lequel on est, nous, ici en Nouvelle-Calédonie, ça mériterait une sacrée réflexion de fond. Et donc, en plus de tout ce que vous nous avez apporté sur la trajectoire du cannibalisme autour de l'exemple que vous avez développé, je crois que vous avez apporté aussi des thématiques plus générales qui vont nous inviter à réfléchir sur d'autres aspects. Voilà, donc c'était plus des remerciements et des appréciations personnelles, en fait, que je tenais à apporter, Christophe. De manière générale aussi par rapport aux témoignages fluctuants en fait finalement de Cabri, on se retrouve avec toujours le même problème de l'observateur et de l'observé en ethnologie, et où on a finalement souvent des témoignages récupérés qui sont perçus comme éternels, comme absolus, et finalement qui peuvent se révéler chez la même personne finalement fluctuants. Enfin, ça nous pose aussi ça nous rappelle à ce problème épistémologique des disciplines où l'oralité est importante et où le témoignage est important. Vous pouvez remettre votre micro, c'est d'ailleurs au passage.
Eh ben, merci beaucoup. Oui, moi j'étais très intéressé, enfin j'aurais été très intéressé pour le coup d'entendre ou de lire ce que Hilary Hauze a pu dire sur le. En fait, le savoir allemand, la constitution d'un savoir allemand sur l'anthropophagie est passionnante parce qu'en réalité ils arrivent après Cook, ils sont pétris d'un certain nombre de savoirs livresques qu'on peut arriver à recomposer. Qu'est-ce qu'ils lisent, à quel moment et comment ils bricolent ça. Mais ce qui est intéressant, parce qu'en réalité, Langsdorff n'est pas tout seul à procéder à cette forme d'abstraction. En réalité, on passe d'un cas concret, il se passe ça, parce qu'ils assistent à aucune scène, à bah tiens, qu'est-ce que j'en tire, comment je compare. Et chaque maillon de ce passage-là peut être documenté en croisant bah, comment s'y prend Lowenstern, comment s'y prend Langsdorff. Et c'est très intéressant aussi la façon dont ils ont de procéder entre eux, qui sont des débats qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire ils prennent beaucoup de temps à essayer de sous-peser. Est-ce que c'est un bon observateur? Est-ce que un tel est un bon informateur? Pour quel type de pratique? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et j'étais très frappé de ça, comment Langsdorff prend ses distances avec, on peut dire c'est supérieur, parce que c'est le plus jeune, c'est le moins expérimenté sur ce genre d'expédition, et il prend beaucoup de précautions à discuter de, oui, alors, si je prends Cabri, je suis pas en train d'aller contre mes maîtres, mais en même temps, je suis convaincu qu'il y a un savoir plus exact dans ce que je vais arriver à comprendre de ce côté-là. Et du coup, c'est pas seulement le savoir produit qui est intéressant, c'est comment on passe, voilà. Et sur la longue distance, parce qu'ils font la même chose sur les chants, c'est un peu les débuts de l'ethnomusicologie. Ils font la même chose sur la langue. C'est passionnant la façon dont Langsdorff essaie de comprendre comment Cabri parle le marquisien. Comment est-ce qu'il y arrive? Et il est très déçu en réalité. Il y a plein de moments où il est très déçu. Parce qu'il se rend compte que il n'est pas capable de traduire terme à terme, mais parce qu'il n'en a pas besoin, Cabri, de traduire terme à terme. C'est pas un savant. Et de la même manière sur l'anthropophagie, ça le bouscule. La page est magnifique, ça le bouscule de se dire. Alors il me raconte plein de choses sur l'anthropophagie, donc j'y crois, j'adhère parce que c'est convaincant, parce que il occupe telle position. Mais en même temps, sur la fin où il me dit qu'il n'en a pas mangé, ça me pose problème. Parce que si je prends la culture comme mode d'explication, il n'est pas possible qu'il y échappe. Et du coup, on a des micros. J'aime beaucoup là ce que disait Gwenaël sur les jeux d'échelle. C'est exactement ça. On a des micros espaces comme ça qu'on peut travailler. Et évidemment, il faut les relier entre eux pour arriver à comprendre autre chose. Et il me semble qu'on comprend pas de la même façon quand on a fait le passage par en bas, j'allais dire. Enfin, en tout cas par le micro, on comprend pas de la même façon. Et on est obligé de ralentir. Et je pense que beaucoup de débats qu'on a eu autour de l'anthropophagie, quand on les reprend aujourd'hui, c'est dingue. Enfin, c'est vraiment des débats gigantesques. On les poserait pas de la même façon si on reprend un petit peu doucement et que on va sur le terrain, en réalité, qu'on va sur le terrain des faits. Et je trouvais ça très intéressant. Et pour ce qui est du basculement des fidélités, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un moment passionnant aussi dans une vie. C'est-à-dire comment est-ce que le moment de basculement où il est devenu ce qu'il va être ensuite. C'est-à-dire, il était quelque chose d'autre et il se transforme en. Et le basculement de fidélité, en fait, se voit au moment où ça rentre en conflit avec ce qu'il devrait faire. Ce que ceux qui sont avec lui s'attendraient à le voir faire s'il avait conservé les logiques préalables. Du genre, il va pas tirer sur un autre blanc, puisqu'on est dans la même galère. Et il le fait. Et donc ça déstabilise beaucoup, non seulement, ça nous apprend des choses sur sa trajectoire, mais ça déstabilise beaucoup ceux avec qui il se retrouve à vivre sur l'île, en réalité, enfin pas sur l'île, dans cette vallée particulière. Et on en apprend beaucoup aussi. On lâche cette forme de conceptualisation de ce qui se passe et on voit ce que ça produit. Et ça produit beaucoup en réalité. Donc je suis assez adepte de ça et je suis ravi que ça se voit, mais je suis assez adepte de ça, c'est-à-dire de poser des éléments comme ça et de les reprendre par en bas et de voir comment ça permet de reconstruire des choses sur lesquelles on passe vite en fait. Voilà. Et ça me semblait intéressant. Donc merci pour l'invitation. Voilà. Merci d'avoir accepté. Merci à vous.